Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour l'enregistrement de nos échanges avec le public nombreux malgré le temps épouvantable et malgré je ne sais quelle course qui complique la circulation dans Paris, de l'école alsacienne. Et nous avons consacré la totalité de l'émission enregistrée ce dimanche aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous, c'est-à-dire Jean-Louis Bourlange, François Bujon de l'Étang, Richard Verly et Michaela Wiegel. Et nous allons maintenant nous livrer aux questions du public, monsieur. Oui, merci. Question très brève, mais qui fait écho au diagnostic conjoint, mais synthétisé par le propos de Jean-Louis Bourlange, sur les raisons de cette désaffection et de cette distance par rapport au réel, par rapport à l'état de droit, par rapport à l'autorité de la chose jugée, etc. Est-ce qu'une explication qu'on peut avoir n'est pas simplement, pour dire les choses un peu rapidement, celle d'enfants gâtés, fruit d'une croissance, d'une prospérité issue de l'énergie, d'ailleurs, ça rejoint beaucoup les propos de Jean Covici, et finalement sorti de situations de tension, sorti de situations de disette, peut-être d'effort, on se met à avoir des comportements un peu plus proches de nos désirs et un peu plus éloignés parfois de la réalité qui nous a été très confortable depuis des décennies. Jean-Louis Bourlange. Oui, je pense que c'est une explication partielle, mais assez tentante, notamment en France. C'est évident que c'est une application de la loi de Tocqueville. C'est-à-dire la loi de Tocqueville qui veut que les abus sont de moins en moins supportés au fur et à mesure qu'ils disparaissent. Et donc plus les gens sont dans l'aisance, dans la sécurité, plus ils ressentent difficilement et douloureusement et avec véhémence ce qui les éloigne de l'état optimal qu'ils souhaiteraient. Je crois quand même, mais c'est une interprétation tout à fait personnelle, je suis convaincu de la dimension religieuse de ce qui se passe dans le monde. Je pense que le recul de la foi, le fait que pour la plupart des gens, aujourd'hui, il n'y a rien après la mort, que c'est un événement colossal. Et cette finitude exaspère absolument l'ensemble des populations et les conduit à des réactions assez paniques, dont la violence, la frénésie sexuelle, l'appétit de richesse, et sans doute la querelle identitariste, l'affirmation de soi par rapport aux autres, le repli sur des communautés fictives de plus en plus étroites, sont des conséquences. Mais je ne prétends pas, je vais pas faire une sociologie de cela, hein. C'est simplement quelque chose que je ressens. Je crois qu'il s'est passé quand on voit la baisse par exemple en France, la baisse du nombre de messalisants, comme disent les sociologues, la baisse des vocations, le repli de l'Église également sur des valeurs très traditionnelles, qui fait que ceux qui représentaient plutôt ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'humanisme dévot, la voie moyenne, etc., ont plutôt basculé dans l'agnosticisme ou l'indifférence ou la non-pratique. Tout ça va dans le même sens et crée une situation d'intense déréliction chez nombre de nos concitoyens. Et je crois que ça s'applique d'une autre façon aussi au monde islamique, à l'envers, comme surinvestissement religieux par rapport à une désintégration totale du cadre de vie auquel on est soumis. Mais c'est un élément parmi d'autres, et celui que vous évoquez mérite certainement d'être pris en compte et analysé aussi, ainsi que beaucoup d'autres sans doute. S'il vous plaît. Bonjour, merci. Vous avez mentionné, pour en revenir aux États-Unis, vous avez mentionné en creux une espèce de nouvelle guerre de sécession intellectuelle, politique entre différents États américains. Vous avez mentionné la Californie, on voit que c'est aussi le cas, on l'a revu après la remise en cause du droit à l'avortement avec les États de la côte Est. Est-ce qu'on peut envisager à long terme, si jamais ça se dégrade encore, une remise en question de la fédération américaine en tant que fédération ? François Bujon de l'Étang. Notre Tocqueville. Vous évoquez un scénario catastrophe absolu qui revient périodiquement, d'ailleurs dans les supputations des uns et des autres,
Parce que pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est qu'il y a une telle acrimonie maintenant, une acrimonie idéologique dans l'opposition entre républicains et démocrates, qu'on est dans un état de guerre civile froide, presque, par moment. Froide qui peut tourner au chaud, puisqu'il y a, comme vous le savez, des milices armées, notamment du côté des républicains MAGA, qui se sont donnés, par exemple, à des violences dans l'État du Michigan, contre le gouverneur du Michigan. C'est un exemple. Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas. La guerre de sécession avait pour origine, on l'appelle comme ça en France, elle s'appelle la guerre civile aux États-Unis, mais elle avait pour origine un sujet très sérieux qui était de savoir si un État avait le droit de se dissocier et de faire sécession, effectivement, ou pas. Il faudrait un prétexte de ce genre. Pour l'instant, si vous voulez, l'opposition entre les deux camps est tellement diffuse et porte tellement sur des sujets politiques, sur des sujets économiques et sur des sujets de société qu'il n'y a pas une pomme de discorde particulière qui pourrait justifier quelque chose de ce genre. Mais tout peut arriver, et dans le climat de violence et d'irrationalité qui prévaut largement aux États-Unis, rien n'est impossible. Richard Verly. Oui, sur le risque d'une guerre ouverte, d'une fracture militaire, c'est bien évidemment pour l'instant impensable. Maintenant, un engrenage, souvent les guerres sont le résultat d'engrenages. Et donc un engrenage peut tout à fait un jour peut-être déclencher un mécanisme. Moi, ce qui m'a frappé, et j'avoue que je ne l'avais pas mesuré parce que je ne suis pas en permanence les États-Unis, c'est combien cette Californie que, vue de ce côté de l'Atlantique, c'est-à-dire ici, on voit comme une force progressiste, une force d'innovation, etc., est aux États-Unis devenu, aux yeux de beaucoup d'Américains, un État carrément diabolique. Un État diabolique parce que c'est un État qui, du fait de sa puissance, impose ses règles à tout le monde, qui impose sa conception de la richesse, sa conception du progrès, et je pense notamment à tous les lobbies divers et variés, à l'ensemble du territoire, alors que, et ça m'a été beaucoup répété dans les États où je me trouvais, alors qu'il est dépendant énergétiquement, alors qu'il n'est pas capable, au fond, d'exister sans le reste de l'Amérique. Et donc j'ai été vraiment surpris de voir à quel point ces milliardaires californiens qui en plus s'expatrient, qui quittent la Californie pour acheter des ranchs dans le Wyoming, dans le Colorado, ailleurs, qui font monter les prix du foncier quand tous ces cadres de la tech viennent à Austin, au Texas, ou à Denver, au Colorado. J'ai été, je l'avoue, surpris de voir l'animosité, et même pire, envers cet État précis qu'est la Californie. J'ai beaucoup moins entendu parler, mais c'est aussi beaucoup plus loin des endroits où je me trouvais. J'ai beaucoup moins entendu parler de New York, par exemple. Mais c'est parce que vous étiez de l'autre côté des montagnes rocheuses. Voilà. Et que la Californie domine complètement l'Ouest américain. Alors, il faut quand même rappeler à vos cowboys et mineurs du Wyoming qu'il y a 40 millions d'habitants en Californie et que si la Californie était indépendante, son PIB en ferait la 8e puissance économique mondiale. C'est assez inquiétant d'entendre Richard qualifier la Californie de diabolique et de reprendre donc les mots de Bolsonaro sur Lula, qui avait un pacte avec le diable. Peut-être qu'après ce que j'ai dit sur la mort de Dieu, peut-être qu'en revanche, le diable se porte très bien. Voilà, c'est vrai. La question Bonjour. suivante est ici au Oui. premier... Ah non. Pardon, elle est là-bas, je ne l'avais pas vue. Merci mille fois pour votre émission. Et pardonnez-moi mon impertinence. Comprenons-nous vraiment les États-Unis dans le sens où le fondement de la démocratie américaine, c'est la Constitution, c'est le fédéralisme. Effectivement, il y a des risques de sécession, notamment de certains comtés en Californie à l'heure actuelle. Mais est-ce que les États-Unis, en fait, ne sont pas ce qu'ils sont? Et dans quelle mesure faut-il être aussi dramatique que ce que vous nous expliquez ce matin? Et vous avez cité Tocqueville 2 fois, Monsieur Bourlange. Je pense qu'on devrait tous lire 15 jours dans le désert d'Alexis de Tocqueville, récit de son voyage avec Gustave de Beaumont dans la région du Michigan, et on comprendrait mieux ce que sont les États-Unis. Richard, François. Est-ce que, très vite, est-ce que les États-Unis, est-ce qu'on a tendance à, si je vous comprends bien, à exagérer les problèmes que traversent les États-Unis parce que, toujours si je vous comprends bien, ils sont inhérents à ce que sont les États-Unis? Ma réponse, elle serait simple.
il y a quand même eu la guerre civile. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis ont toujours vécu avec un certain nombre de problèmes, mais on a vu que dans certains cas, ça pouvait aboutir à la guerre aux États-Unis même, une guerre civile qui, je le rappelle, a été la première grande boucherie guerrière et une large préfiguration de la guerre de 70 et ensuite de la Première Guerre mondiale. Une large préfiguration de la Première Guerre mondiale. Voilà, tout le monde s'accorde à dire que la guerre de sécession, la guerre civile, je crois que le mot est plus juste, la guerre civile a été la première guerre véritablement moderne, voilà. Alors que la guerre de 70, au moins dans sa phase initiale, après il y a eu les réactions des armées de Gambetta, mais était une guerre extraordinairement classique. Mais je voudrais quand même dire, je ne sais pas si on est exagérément pessimiste. Je ne comprends pas si votre question consiste à dire que nous sommes beaucoup trop alarmistes, ou si elle ne consiste pas à dire que de toute manière l'Amérique ça n'a jamais bien marché. C'est ça que j'ai pas très bien compris dans votre question. Mais il reste que, en tout cas, l'Amérique que nous avons connue depuis 60-70 ans, c'était une Amérique qui était marquée par le respect de la loi, de la Constitution et le respect d'un système fédéral. Et Lincoln, d'ailleurs, antérieurement, avait simplement refusé ce qu'on pourrait appeler le succit, c'est-à-dire le Brexit appliqué aux États du Sud. Mais c'était quand même fondamentalement un accord sur la loi. Et c'est ça qui est très très profondément mise en cause dans les campagnes actuelles. Michaela Wiegel. Oui, je voulais dire un mot sur la dimension fédérale que vous avez mentionnée en disant est-ce qu'on comprend vraiment bien les États-Unis et je parle de la position de quelqu'un qui vient d'un État fédéral, qui a donc pas du tout, même si à force, je vois très bien le fonctionnement d'un État centralisé en France. J'ai l'impression qu'on vit actuellement, non seulement aux États-Unis, mais même en Allemagne, un affaiblissement de l'entité fédérale, c'est-à-dire celle qui fédère les différents États. Et c'est encore plus flagrant, effectivement, aux États-Unis. Est-ce que pour autant, ça voudrait dire que l'ensemble est remis en cause? Moi, j'ai des doutes. Je parle là de la situation comme je la connais en Allemagne, où effectivement, les mécanismes de solidarité sont de plus en plus affaiblis. Est affaiblie aussi la parole de Berlin sur les États. Je prends comme exemple qu'il y a eu, par exemple, une abstention de 6 États quand il s'agissait de 6 Länder, quand il s'agissait de voter le programme de réarmement de 100 milliards en Allemagne. Ça montre à quel point les décisions prises au niveau fédéral ne sont plus suivies, et on voit effectivement qu'aux États-Unis, c'est la même chose. En même temps, cet État fédéral laisse quand même beaucoup de liberté, justement, aux différents États de décider d'eux-mêmes, et c'est ça qui crée des disparités énormes, par exemple sur le droit d'avortement, mais on voit effectivement cet échelon supérieur qui s'est affaibli. Je pense qu'en revanche, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a analysé auparavant, c'est-à-dire la remise en cause des fonctionnements démocratiques eux-mêmes. Bonjour et merci. J'ai 2 questions notamment pour Michaela Wiegel. La première, c'est est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les divergences franco-allemandes dont vous avez parlé à propos de la tribune de Jacques Attali. Et l'autre, c'est de savoir comment a été perçue la visite du chancelier à Beijing. Merci. Beijing. Michaela. Oui, alors je commence avec la visite du chancelier en Chine, qui a duré en tout que 12 heures, parce qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps sans se mettre en quarantaine, ce qui montre à quel degré cette politique zéro Covid est poursuivie. Alors je crois que le chancelier a sous-estimé les critiques qu'il allait avoir. Lui pensait s'insérer dans l'héritage d'Angela Merkel, et il a eu une forte demande des chefs d'entreprise qui dépendent déjà aujourd'hui très majoritairement du marché chinois. Je crois que c'était plutôt, il a d'ailleurs essayé de justifier par une tribune dans mon journal, ce qui est assez inhabituel. Jamais Angela Merkel a dû se justifier pour partir en Chine. Et il a dit, voilà, j'essayerai de présenter le point de vue
européen et de garder le commerce ouvert. Le bilan est assez mitigé parce qu'il n'a pas réussi à avoir des engagements de la part de Xi Jinping et il a même pas réussi à avoir une photo où il se serre la main. Donc il est clair que moi je pense dans quelques temps on va dire c'était un voyage pour rien. Alors sur les divergences franco-allemandes, tout a éclaté avec ce report de ce Conseil franco-allemand. Alors, je vais vous dire pourquoi il a été reporté. C'est assez parlant de la différence des cultures politiques. Sur la forme, c'était parce que Annalena Baerbock, notre ministre des Affaires étrangères, ne pouvait pas venir. Et c'est ça qui était la goutte qui a fait déborder le vase, parce que le président, à juste raison, a dit je ne vais pas faire un conseil des ministres où c'est vraiment tout le gouvernement qui apparaît quand la ministre, le numéro 2 du gouvernement, ne peut pas être présente. Alors pourquoi elle pouvait pas être présente? Elle avait dit au chancelier qu'elle allait travailler beaucoup, mais qu'elle était maman de 2 enfants en bas âge et que pendant les vacances de la Toussaint, elle allait prendre ses vacances. Sauf que le chancelier l'avait oublié, le chancelier qui est sans enfants, et donc il se trouvait qu'ils avaient fixé ce rendez-vous et à un moment donné, il y avait en plus dans la foulée, il y avait d'autres ministres, notamment la ministre de la Défense, qui a dit « Ah ben oui, moi aussi, j'ai prévu de partir avec mon fils. » Et donc, ça crée un grand froid. Alors, il y a des divergences de fond très importantes, notamment liées, je ne vais pas refaire toute l'histoire, aux mauvaises décisions prises pendant des années par Angela Merkel et la SPD sur la dépendance du gaz russe, qui était un résultat, on l'oublie trop souvent de le dire, direct de notre sortie du nucléaire. Et donc, les Verts peuvent pas non plus dire qu'ils avaient alerté parce que eux, ils étaient quand même aussi à l'origine de cette sortie du nucléaire. Alors, pendant des années, on a bien vécu avec cette divergence de fond entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est éclaté. Et en plus, vous le savez tous, EDF est dans la situation qu'elle est. Et donc, en ce moment, la France reçoit, on en parle très peu, reçoit de l'électricité de l'Allemagne. Donc, en fait, vous nous livrez du gaz liquéfié que nous, on transforme en électricité qu'on vous renvoie. Donc, c'est ça, aujourd'hui, le partage des tâches un peu absurde. Et il y a aussi un problème de fond, mais qui n'est pas nouveau non plus, et je m'arrête là, sur la défense. Effectivement, l'Allemagne s'en sert prioritairement dans l'OTAN parce qu'elle est sous le parapluie nucléaire américain. Et donc, pour renouveler ces avions de chasse qui coûtent extrêmement cher, il devait avoir l'autorisation américaine parce que les Américains ne laissent pas porter leur bombe nucléaire, comme d'ailleurs la France, qui ne laisse pas porter leur bombe nucléaire par d'autres avions que des avions américains. Et donc, la majorité du budget de réarmement est maintenant occupé par le marché américain. Mais ces 2 points-là n'expliquent pas tout. Et en revanche, cette annulation a fait émerger une vague d'amertume, de preuves de désamour qui m'a vraiment beaucoup étonnée. Autre question? Merci beaucoup. Déjà, merci à tous pour vos paroles à chaque fois éclairantes sur l'actualité. Et ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la liaison européenne et américaine, ce rapport de force notamment avec l'OTAN. Mais est-ce que, au seuil des midterms, le réveil de l'OTAN ne mettrait pas à mal un projet de défense européenne et centré sur les liaisons des différents pays? François? Écoutez, ça c'est un débat qui nous entraînerait très très loin. Je pense que la défense européenne est un rêve auquel la France s'est adonnée depuis 50 ans, qui est partagé par quelques-uns de nos partenaires, mais très peu de nos partenaires, mais qui reste vraiment un objectif lointain
et qui n'est pas à portée de la main. Dans une situation de crise extrême, il est clair que tout le monde se tourne vers l'OTAN parce qu'on a besoin de la protection américaine. D'ailleurs, si défense européenne il y avait, et il y aura peut-être un jour, mais pas de mon vivant, si défense européenne il y avait, elle n'est pas incompatible avec l'OTAN. Elle a toujours été conçue par beaucoup de ses promoteurs comme la construction d'un pilier européen de l'OTAN qui équilibrerait le pilier américain, mais pas de quelque chose de différent. Et dans une situation de crise aiguë comme il y a pour l'instant avec la Russie, la question ne se poserait même pas. Je veux dire, il y aurait évidemment conjonction entre les deux. Ce qui est important de voir, c'est que, en effet, on l'a dit, mais cursivement dans le cours de l'émission, la crise de l'Ukraine a ramené les États-Unis en Europe à un moment où, bien entendu, les États-Unis se tournaient essentiellement vers le Pacifique et pivotaient vers la Chine. Donc ça a eu cet effet. Et cet effet va effectivement peut-être rendre plus compliqué la construction d'un pilier européen qui serait plus facile s'il n'y avait plus de protection américaine. Mais là, on est vraiment dans un domaine de tellement hypothétique que tout ceci nous entraînerait trop loin et sans issue. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je partage le relatif scepticisme de François Bujon de l'Étang. Il me semble que en vérité, ce que nous voyons, c'est non seulement que les États-Unis jouent un rôle extrêmement important dans le soutien apporté à l'Ukraine, mais que, d'une façon générale, il faut bien comprendre que la défense du continent ouest européen, que la profondeur stratégique, c'est l'Atlantique, que tout le système suppose une solidarité euro-atlantique, on le voit par exemple sur le gaz, on voit sur les sous-marins, sur un ensemble de choses, c'est l'espace à partir duquel s'organise une résistance à une agression potentielle de la Russie, c'est au-delà de... Nous sommes sur la ligne de front, nous sommes le second front peut-être, mais la profondeur c'est l'Atlantique. Donc on a conçu jusqu'à présent le partage entre les enjeux atlantiques et les enjeux européens de façon assez simple. On a dit, voilà, la défense continentale, c'est l'Alliance Atlantique et l'OTAN avec les États-Unis, et l'Europe, ce sera les opérations hors zone, par exemple en Afrique, et tout la construction, l'effort technologique, le cyber, l'équipement qu'on doit apporter, la modernisation d'un certain nombre technologiques qui est essentiel à notre sécurité. Et ce que nous mesurons aujourd'hui, et c'est là où c'est tragique, parce que les observations de François Bujon de l'Étang sont tout à fait justes, c'est qu'est-ce qui se passe si l'Amérique nous lâche. L'article 5 de l'OTAN, c'est bien. L'article 42.7 de l'Union européenne, c'est presque le même, hein, mais ça fait pas la chose, ça fait pas l'affaire. Donc on est là confronté à une échéance, un danger. Qu'est-ce qui se passe si les États-Unis, avec Trump par exemple, disent bon, on s'en fiche un peu de ce qui se passe en Europe. Et là, pas de réponse. Une dernière question là-haut. Merci. Je reviens sur le contexte des élections midterm aux États-Unis. Vous avez évoqué les sujets qui sont au cœur de ces élections sur l'économie, l'insécurité. Et quid de l'urgence climatique? Comment, selon vous, on peut expliquer cette quasi-absence d'échanges, de débats sur le sujet, qui aurait pu pourtant être un élément peut-être différenciant aussi pour les démocrates? Voilà. Comment expliquer cette quasi-absence de débat? Richard Verly. Moi, je vois une explication assez simple. Comment vous parlez d'un sujet qui, par définition, va coûter en termes d'investissement, coûter aussi en termes d'emploi, parce qu'il y a les emplois qu'on crée, mais il y a aussi tous les emplois qu'on supprime à cause des nouvelles régulations industrielles. Comment vous parlez de ce combat-là en plein moment d'inflation et de potentielles difficultés économiques? Je pense que la contradiction dans les termes est trop forte. Je crois que personne ne peut mettre en cause l'engagement climatique de Joe Biden. Il l'a beaucoup exposé durant sa campagne victorieuse de 2020. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, le curseur en termes électoraux ne me semble plus être là. Oui. Je vous remercie de cette participation à notre émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain donc, pour une émission thématique sur les rapports entre l'Ukraine et la Russie pendant la période soviétique et les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Et je remercie une nouvelle fois l'école alsacienne de nous avoir accueillis.
À dimanche prochain et à mercredi pour le